Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Sète, dans l'Hérault, en France. Je dis en France parce que nous allons nous exporter, nous voyager en tout cas, vers le Québec, le Canada, pour rencontrer Guillaume Gascoigne, qui est un comédien qui est parti s'installer en famille au Canada. Et nous avions déjà interviewé Guillaume en 2020, c'était dans le numéro 62 d'Émotion Magazine. Et c'est l'occasion justement, à travers ces nouveaux projets, son actualité, nous avons eu envie de vous partager justement son parcours, ses nouveaux projets. Et c'est l'occasion de revenir avec son parcours qui est quand même assez singulier, assez original. Guillaume a toujours été un grand passionné de cinéma, particulièrement anglo-saxon. C'est dû probablement au fait qu'il a passé une partie de son enfance à Londres. Cependant, on ne passe pas d'une passion à un métier par hasard. Dans son cas, cela a été sur le tard et dans des circonstances atypiques qu'il a eu l'opportunité de devenir comédien. Guillaume était directeur commercial d'un cabinet immobilier et jeune papa de jumeaux quand son père est tombé gravement malade. Sa maladie nécessitait une greffe de rein qui malheureusement ne venait pas, faute de donneurs compatibles. Il a donc décidé de lui en donner un, car les premiers examens qu'il a faits leur disaient compatible. Il a donc cessé son activité professionnelle pour s'engager dans cette longue démarche de donneur d'organes vivants. Et c'est à l'issue de ce don qu'il a décidé de consacrer du temps à sa famille en devenant papa à temps plein. Quelques mois plus tard, il a eu l'opportunité de participer à un long métrage en tant que figurant pour y découvrir l'envers du décor. Puis tout s'est enchaîné. Il a été rappelé à plusieurs reprises pour participer à d'autres projets de série en tant que figurant ou silhouette et des films les mois suivants de l'année 2012. Jusqu'à ce qu'un jeune réalisateur, Stéphane Bertrand, le caste pour le premier rôle de son court-métrage Facing War, qui fut sélectionné pour le Festival de Cannes en 2013. Ce film a été la révélation pour lui en tant que comédien et lui a ouvert de nombreuses portes pour la suite de sa jeune carrière. Vous l'avez compris, notre technologie est bien plus qu'un simple gadget, bien plus qu'un jouet. Grâce à notre casque Reality 2.0 by Google, de nouvelles portes s'offrent à vous, de nouvelles infinies possibilités. Le monde a trop longtemps été rempli de barrières et de limites infranchissables. Oubliez ce passé obscur. Alors Guillaume, c'est formidable cette rencontre que nous faisons aujourd'hui. Ma première question est bien évidemment de savoir et de discuter avec vous justement sur ce qui a motivé cette envie de vous installer au Canada. Tout d'abord, bonjour Jean-Luc. Et puis effectivement, c'est très sympa de pouvoir réitérer l'expérience qu'on avait eue d'un premier entretien ensemble il y a quelques années maintenant. Et donc de le faire en plus de manière animée via une vidéo, c'est encore plus sympathique. Donc je vous remercie pour ça. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon parcours. Et donc, je suis vraiment ravi de pouvoir réitérer cette expérience avec vous. Alors, pourquoi le choix du Canada? Oui, le choix du Canada, c'est un vieux rêve finalement qui date de mes 18 ans quasiment, puisque c'était la première fois où j'ai découvert ce beau pays à l'occasion d'un voyage que j'ai fait en famille pour justement y rencontrer ma famille qui réside ici au Canada depuis presque 4 générations maintenant. Donc j'avais depuis mes 18 ans en tête d'un jour venir vivre au Canada, ce qui est maintenant chose faite pour le plus grand des plaisirs, pour toute la famille d'ailleurs, je crois. Et pourquoi le choix du Canada, au-delà de la famille, c'est les décors, les paysages qui sont vraiment magnifiques. Ce côté nord-américain avec ces grands espaces qui sont vraiment très, 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 très chouettes.
et aussi pour les habitants, la population, parce que les Canadiens sont réputés pour être vraiment cool, et c'est vraiment le cas, que ce soit partout au Canada, et Québec y compris. On a eu un accueil superbe, et c'est vrai que quand on vient de France, ben, ça fait une grosse différence, où on sent que là-bas, il y a une tension un peu plus palpable. Et ici, on réapprend à vivre de manière beaucoup plus sereine, dans la quiétude, et c'est vraiment appréciable. Donc voilà, c'est pour ça le choix du Canada. Alors aujourd'hui, en 2024, quelle est votre vision du métier d'acteur? Heu, En 2024, ma vision du métier, eh bah, effectivement, elle a peut-être un petit peu changé par rapport à mes débuts, et où la première fois où on s'est rencontrés, hein. J'ai acquis, une expérience supplémentaire, parce que maintenant ça fait ça fait un peu plus de 12 ans même que je fais ce beau métier de comédien. Donc ma vision du métier, beh, elle est foncièrement plus ou moins la même. C'est-à-dire que c'est un métier de partage avec les autres, avec le public, pour leur offrir avant tout un moment de divertissement, d'émotion, d'évasion. C'est, je dirais, la caractéristique principale de notre métier, c'est ça, c'est d'offrir du divertissement. Si à cela on peut, je dirais, superposer l'idée qu'on puisse amener à une réflexion, quel que soit le sujet traité à travers le film, beh, c'est un plus. Ça ne doit pas être imposé aux spectateurs, je pense, mais en tout cas, ça doit, en fonction du registre, les amener à déjà du divertissement, et puis à un moment d'évasion. C'est quelque chose qui doit être, un moment de plaisir et de partage, heu, pour les spectateurs. C'est ma vision principale de ce métier. Donc elle n'a pas tellement changé par rapport à ce qui m'a motivé pour commencer dans cette folle aventure du cinéma. Quelles sont vos sources en matière de réalisateurs, d'acteurs, des comédiens, des artistes du métier qui vous inspirent, qui vous motivent? Ouf, vaste sujet, là on a prévu une interview de combien? De 2 heures? Parce que si je dois évoquer toutes les personnes pour lesquelles j'ai de l'admiration, du respect, et qui sont quelque part des sources d'inspiration pour moi, ça va être compliqué. Non, bah, pour en citer que quelques-uns, qui me viennent à l'esprit comme ça, j'ai des acteurs, bon, effectivement, comme vous le disiez, moi j'ai une influence peut-être plus anglo-saxonne, encore qu'on a aussi de très bons acteurs et réalisateurs français, mais c'est vrai que ma source d'inspiration plutôt, on va dire, anglaise et américaine pour la plupart. Alors, si on parle des acteurs qui sont pour moi des références avec lesquels je rêverais de jouer, parce que j'ai l'impression qu'ils donnent beaucoup aux spectateurs, mais je pense qu'ils donnent beaucoup aussi à leurs partenaires de jeu. Je pense à des gens comme Matthew McConaughey, je pense à Anthony Hopkins, je pense à Denzel Washington, des acteurs comme Keanu Reeves aussi, dans un autre registre, mais qui a fait des sacrées performances. Morgan Freeman, incontournable. Des gens comme Ryan Reynolds aussi, que j'aime beaucoup, qui est canadien d'ailleurs, qui est très, qui est capable d'avoir des jeux très très variés, tant humoristiques que plus sérieux et action. Matt Damon, bien sûr, Matt Damon, pour moi, Matt Damon, ça fait partie de ces grosses références dans le jeu d'acteur. Celui-là particulièrement. Bill Murray aussi, voilà. Après, j'oublie pas les femmes, même si évidemment, pour moi, c'est plus compliqué de m'identifier dans leur jeu, même si elles font des performances incroyables. Je pense à Judy Foster ou Sigourney Weaver ou Charlize Theron ou Halle Berry. Ça, voilà, c'est le genre d'actrice avec elle, comme les acteurs précédemment cités, c'est le genre de personnes avec qui je rêverais de jouer, parce que je trouve qu'ils sont grandes sources d'inspiration, quoi. Et puis après, il y a des incontournables, des classiques. Clint Eastwood, alors lui, il est à la jonction, parce qu'il est autant à la réalisation que, d'ailleurs, même beaucoup plus à la réalisation maintenant qu'en tant qu'acteur, mais c'est quelqu'un qui m'inspire le plus grand respect. Antoine Fuqua, à la réalisation toujours, ou James Cameron. Voilà, ça, pour moi, c'est des gens qui me parlent beaucoup. Sans oublier et mettre de côté les Français aussi, parce qu'il y a des Alexandre Astier. Alexandre Astier, pour moi, en France, c'est le maître
absolue parce qu'il a une maîtrise de tous les corps de métier de notre beau métier, que ce soit acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste, compositeur, parce qu'il touche autant à la musique, ce qui est d'ailleurs sa formation de base, il touche autant à la musique qu'au reste. Enfin voilà, pour moi, c'est un demi-dieu. Il joue, il joue avec une force de jeu qui est similaire à celle d'immenses comédiens comme Louis de Funès, par exemple, ce qui est vraiment quelque chose de très rare et de très compliqué. Il a, il a une qualité du texte, moi, qui me fascine et qui est du niveau des dialogues de Audiard. Donc voilà, pour moi, c'est quand même la référence, c'est Alexandre Astier. Après, derrière, voilà, il y a des comédiens qui sont aussi réalisateurs comme Alain Chabat, que j'adore, qui a son univers à lui et qui est vraiment fabuleux. Jean Dujardin aussi, qui est vraiment caméléon, qui est vraiment une belle référence pour nous au niveau français. Et puis voilà, Jean Reno aussi. Jean Reno est un acteur de gros calibre à l'international qui impose quelque chose. Ce sont des gens, pour moi, qui n'ont pour moi, qui ne jouent pas, qui vivent vraiment la situation dans laquelle on les projette en tant que personnage. Et ça, je trouve ça fascinant et je trouve c'est ma source d'inspiration. C'est vraiment ce qui m'amène à vouloir essayer d'avoir ce niveau de compétence, même si je suis loin de l'avoir. C'est ce qui me motive pour aller de l'avant finalement. Et puis voilà, il y a aussi des comédiennes françaises dont on n'a pas parlé, comme Mélanie Laurent ou Catherine Fro, ou bien encore Chantal Lobby, que j'adore, qui, pareil, qui est une personne qui est capable de jouer toute une palette de personnalités, de facettes différentes. C'est vraiment impressionnant. Voilà, ça, c'est vraiment des références pour moi. Et puis après, au niveau des réalisateurs aussi, il y a des gens qui m'inspirent le plus grand respect et encore une fois, avec lesquels je rêverais de travailler un jour, comme Jean-Pierre Jeunet, comme Michel Gondry ou Damien Chazelle. Alors, il est franco-américain, mais on est un petit peu chauvin, donc on va dire qu'il est plutôt français, donc Damien Chazelle. Et puis évidemment, Luc Besson, qui fait partie aussi de ces rares réalisateurs français qui ont su exporter, je dirais, un cinéma à l'international. Donc ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, je vous dis, c'est que quelques références. Il y en a plein d'autres, mais je veux dire, il y a des Tom Hanks, des Tommy Lee Jones, etc. Donc, mais voilà, pour vous dire un petit peu, les gens qui me motivent énormément dans ce métier-là pour essayer d'être toujours vertueux dans notre jeu d'acteur. Alors maintenant, nous allons parler de ce fameux projet, ce court-métrage Blackout, que nous allons voir dans quelques instants. Et j'aurais voulu savoir comment est né ce projet. L'origine de Blackout, bah, finalement, ça vient d'une discussion qu'on a eue en famille sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on était relativement tributaire de toutes les technologies qui nous entourent au quotidien et que si on devait se retrouver dans une situation où bah, ça fonctionne plus, on serait vite renvoyé quelques siècles en arrière. Et c'est vrai que c'est valable pour tout un tas de choses. Je veux dire, l'électricité, l'eau courante, enfin tout fonctionne à l'électricité finalement. Les moyens de paiement, maintenant, tout est digitalisé, donc tout fonctionne avec de l'électronique. Donc s'il n'y a plus rien qui fonctionne, parce qu'au bout d'un certain moment, tout, il y a bien des générateurs, des batteries, etc. Mais au bout d'un moment, tout tombe à plat et là, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'était un peu l'idée de base. C'était de se dire, allez, si un jour, vraiment, on n'a plus de courant, il n'y a plus rien qui marche, et comment on gère la chose? Déjà, on peut se retrouver en panique au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures sans courant. On se pose la question de savoir quand est-ce que ça va revenir. On commence à s'inquiéter. Et quand ça dure 3 semaines, 6 mois, un an, là, évidemment, on comprend que ça va être une situation chaotique. Et d'ailleurs, ça ne met même pas ce temps-là, d'ailleurs, à dégénérer, hein. Ce qui est logique, c'est la nature humaine. Au bout d'un moment, la nécessité de survivre fait loi et on peut avoir des situations très vite tendues. Et donc, je me suis dit, si on projetait un personnage qui serait un petit peu témoin de cette époque, après cette fameuse catastrophe qui est arrivée et qui a privé l'humanité d'électricité, ce serait intéressant de voir comment il évolue
et puis de mettre en avant qu'après après la notion de survie, les choses se figent dans le temps et ça l'oblige aussi à réapprendre à vivre autrement pour pouvoir malgré tout, je dirais, au-delà de la résilience qu'a l'être humain, à quand même à avoir un peu plus de hauteur et savoir apprécier simplement bah, ce qui nous reste, quoi, finalement. Parfois, je repense à notre vie d'avant. Nous vivions dans un monde rempli de bruit et d'agitation permanente. Nous courions après le temps, l'argent et le succès. Tout y était disponible en abondance, même si c'était cher payé. Nous y étions connectés à tout, mais moins en moins à nous-mêmes et aux autres. Et notre principale préoccupation était de trouver un bonheur toujours plus grand que celui que nous avions déjà. Et puis un jour, tout a basculé. Un blackout mondial qui nous a plongés dans le chaos et qui nous a ramenés plusieurs siècles en arrière. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Certains parlent d'orage magnétique, d'autres de guerre électronique. Ce qui est sûr, c'est qu'après seulement quelques semaines, tout est venu à manquer. Et le peu d'humanité et de cohésion qu'avait notre société a littéralement volé en éclats. Dans ces conditions, un nombre incalculable de victimes était déjà à déplorer. Désormais, chaque jour, nous devions lutter pour survivre. Alors, quelles sont les difficultés de ce métier, tant en France qu'au Canada? Les difficultés de ce métier, que ce soit en France ou au Canada, je pense que c'est plus ou moins les mêmes d'ailleurs, hein. C'est comme dans pas mal de professions, il y a quand même pas mal de similarités. Bah, c'est surtout un retour sur soi avant tout, comme dans d'autres professions d'ailleurs, où on est amené à se poser des questions. Peut-être d'ailleurs un peu plus que dans d'autres professions, parce que constamment, d'un casting à l'autre, d'un rôle à l'autre, on se remet en question sur sa qualité de jeu, sur son engagement, son implication dans le projet, qu'il soit d'ailleurs abouti ou pas, parce qu'il y a l'étape du casting et de l'audition où là, bah, vous pouvez être pris ou pas. Donc, c'est effectivement assez. Faut être, c'est un petit peu comme notre personnage dans Blackout, faut être résilient, faut tenir bon, continuer à aller de l'avant parce que en gros, il faut faire une dizaine de castings pour être retenu sur un, parce qu'il y a beaucoup de monde. Même si je ne parlerai pas de concurrence véritable, parce que bon, oui, effectivement, on va chercher un type de profil. Si c'est un rôle féminin, ce ne sera pas pour un homme et vice-versa. Et puis après, il y a une tranche d'âge. Enfin, vous voyez, il y a un effet d'entonnoir quand même. Donc, on va se retrouver à une dizaine ou une vingtaine de comédiens sur un projet. Mais c'est toujours se poser la question de savoir pourquoi j'ai pas été pris, etc., etc. Bon, mais je pense qu'après, il faut aussi un petit peu dédramatiser. C'est pour ça qu'on se remet en question, mais on n'est pas constamment dans le traumatisme de se sentir mal aimé, parce que on est tous uniques. Et ça, je pense que c'est un peu l'avantage. C'est que quand on est pris sur un projet, c'est parce que c'était fait pour nous, dans le sens où, par rapport à l'histoire, à la conception des scénaristes et des réalisateurs, de comment ils ont vu le personnage, vous collez ou vous collez pas dans votre manière de parler, dans votre manière de bouger, de vous exprimer, de votre physique aussi, parce que c'est comme dans la vie de tous les jours finalement. Il y a des gens qui ont une tête qui vous revient et puis d'autres, vous n'avez pas d'atome crochu avec. Donc c'est un petit peu pareil dans notre métier. Alors ça, c'est un peu la difficulté première, on va dire, de ce métier-là. Après, le deuxième, mais c'est comme dans d'autres professions, c'est un petit peu l'histoire du réseau. Plus votre réseau est important, plus vous avez d'opportunités, etc. Et c'est vrai que c'est un exercice qui, pour moi, est autre que celui de métier de comédien, où vous êtes en soirée, vous rencontrez des gens, vous discutez, vous papotez. C'est vrai que moi, j'ai peut-être un petit côté un petit peu casanier. Je suis pas un ours, mais je suis, c'est pas, disons, c'est pas mon terrain de prédilection de faire bonne mine en soirée pour éventuellement être retenu pour un projet en disant: «Ah, je me rappelle de lui, il était très sympa, on va essayer de travailler ensemble». Et c'est vrai que ça peut être pénalisant, ça peut être un peu dommage, mais bon, ça fait partie du job. Mais comme d'autres métiers, la notion de réseau, de réseautage est importante. Heu, Certains iront jusqu'à parler de copinage, ça peut être le cas. Et puis voilà. Et puis après, l'autre difficulté de ce métier, surtout ces dernières années, c'est une évolution qui pour moi est un petit peu plus, enfin pas inquiétante, mais
qui m'interpelle, c'est le fait qu'on va chercher sur des projets des gens qui ne sont pas des comédiens ou des acteurs, mais parce qu'ils ont une niche, ils ont une communauté de personnes. Je pense par exemple aux influenceurs, aux youtubeurs qui vont drainer du monde. Alors du coup, les productions seraient tentées de les prendre en disant ça va faire une niche de spectateurs potentiels parce que voilà, il a 500 000 followers, donc on va le prendre sur le projet. Alors du coup, bah, généralement, il faut être honnête, chacun son métier. Et même s'il y en a qui ont du talent, je pense qu'un comédien, avec le travail qu'il a pour lui et sa pratique et son expérience, ne devrait pas être, je dirais, supplanté par des gens qui ont une certaine notoriété parce qu'ils ont fait une télé-réalité ou autre. Et ça, c'est un petit peu la difficulté, c'est de se retrouver en concurrence, qui est finalement une concurrence déloyale parce que vous jouez bien ou pas, de toute façon, vous n'avez pas 500 ou 600 ou 1 million de followers, donc vous avez déjà une espèce de pénalité naturelle, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça fait partie aussi des règles du jeu. Avez-vous parfois des regrets ou des coups de gueule concernant ce métier d'acteur? Des regrets, pas vraiment. Enfin, peut-être un, je dirais, que je mettrais entre guillemets, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt cette carrière-là. Mais bon, comme on en parlait précédemment, c'est un hasard de la vie qui a fait que je me suis retrouvé dans cette belle aventure. Donc ça s'est fait comme ça s'est fait. Mais effectivement, ça, c'est peut-être un regret, entre guillemets, c'est de dire, si j'avais pu, si ça s'était présenté à moi plus tôt, ça aurait été pas mal de pouvoir commencer cette carrière-là plus tôt. Mais bon, ça c'est, la vie est ainsi faite. Et puis des coups de gueule, bah, en matière de cinéma, bah, je dirais que malheureusement, le cinéma, enfin l'audiovisuel, hein, cinéma, télé, etc., c'est un petit peu à l'image de la société d'aujourd'hui. Donc, effectivement, des fois, il peut y avoir des abus. Et puis, bah, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on va privilégier les copains des copains ou le chanteur à la mode ou la dernière personne qui a fait la télé-réalité et qui a fait carton plein, un grand succès ou des influenceurs, youtubeurs et autres en disant ils ont déjà une communauté, ça va nous amener du monde sur le projet, etc. En matière de spectateurs, j'entends. Euh, et tout ça se fait au détriment de gens qui ont une certaine expérience. Je ne parle pas uniquement pour moi, en considérant au-dessus de la mêlée, ou plus fort ou plus malin que les autres, ou avec un meilleur jeu, parce que j'ai plein de copains aussi qui sont très très bons et qui malheureusement des fois se retrouvent sur le carreau, sont pas pris sur des projets et on voit que les gens qui sont pris, c'est pas forcément les meilleurs. Ça peut être effectivement un coup de gueule, c'est te dire, mais essayez quand même avant tout de défendre votre histoire avec des gens qui sauront défendre leur personnage. Prendre, euh, prendre, je veux dire, ça peut aller, mais on a vu tout dans certains films, y compris des joueurs de foot, s'essayer au cinéma. Quand on voit la difficulté qu'en tant que comédien, on peut avoir, nous, à pratiquer notre travail, je ne parle pas d'art, mais de travail, et qu'on voit des gens comme ça parce que, et en plus, c'est des gens généralement qui n'ont pas je dirais, qui n'ont pas de vocation là-dedans. C'est juste parce que c'est rigolo, on va faire un film. Bah, laissez ça aux gens dont c'est le métier, quoi. Ça, ce serait un petit peu mon coup de gueule. Et puis, de manière un petit peu plus générale, mais enfin bon, comme on disait, hein, le cinéma de notre époque est à l'image de notre société. Donc, peut-être un petit peu plus de modération dans une espèce de volonté systématique de jouer la carte communautaire pour tout et n'importe quoi. Je pense que les talents, enfin, de mon point de vue, hein, les talents ne doivent pas se limiter à une ethnie, une religion ou une orientation sexuelle, par exemple. Je pense pas que parce qu'on va avoir un handicapé, ce sera mieux, ou parce qu'on aura une personne de couleur, ce sera mieux, ou c'est pas mieux ou moins bien. Le problème, c'est que moi, je fonctionne de manière individuelle.
je peux pas cataloguer les gens. Et c'est ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. On met les gens dans des catégories, on met dans des cases, des communautés, et toutes les communautés s'opposent les unes aux autres. Et on est dans une société un petit peu qui est comme ça. Et je trouve ça inquiétant parce que, bah, je veux dire, par exemple, pour parler que de la sexualité ou de la religion, par exemple, ça doit rester du domaine du privé. C'est de l'intime. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est épanoui. Mais de là à ce qu'on impose une manière de penser, et je pense que c'est ça le problème, c'est que généralement ces communautés qui sont pas la majorité des gens, imposent cette minorité-là, imposent une manière de penser qui est dans l'air du temps. Alors, faut être ouvert à ci, faut être ouvert à ça. Mais je pense qu'on devrait tous, et on l'est tous, mais enfin, effectivement, oui, il y a des gens qui sont très obtus et mais je veux dire, on arrive maintenant à des camps retranchés où on n'a plus la liberté de penser, où la pensée est unique. Il faut aller dans l'air du temps, dans le sens que on veut donner aux choses. Le wokisme en a un exemple parfait. Mais moi, j'estime que on devrait pas. Enfin, je veux dire, un acteur, on se fout de sa couleur. S'il est très bon, il est très bon. C'est tout. Point barre. Il n'y a pas à militer pour qu'il y ait plus de telle couleur ou moins d'autres. Enfin, non, ça devrait être pris individuellement. Et après, par exemple, la religion et la sexualité, pour moi, c'est vraiment des choses du domaine de l'intime. Et je pense pas être être vieux jeu, mais en quoi ça intéresse les gens de savoir que un tel est hétéro ou un tel est homo? On s'en fout, quoi. On est là, et là, je reviens à ce que je disais au début, on est là pour proposer du divertissement, de l'évasion, des émotions. C'est pas la peine, il faut que ça se fasse naturellement. Et, et je pense que on devrait pas, les gens devraient être euh, à même de pouvoir vivre les uns avec les autres sans créer comme ça des rapports de force, parce que c'est ce qu'on fait finalement. Et moi, je pense qu'on devrait tous être capables de vivre ensemble et en ayant chacun ses convictions, mais en gardant une espèce d'harmonie au sein de notre collectivité. Et ça, on est en train de le perdre jour après jour. Alors, on peut aussi imaginer les belles rencontres que vous avez dû faire et qui vous ont justement amené à évoluer tant au Canada qu'en France. Ah, des belles rencontres, oui, oui, j'en ai eu beaucoup, bah, dans le cinéma comme dans la vie en fait, hein, mais dans le cinéma, oui, j'en ai eu vraiment pas mal et dès le début d'ailleurs, dès le début de ma carrière, quand j'ai commencé vraiment par la petite porte en étant figurant dans le cinéma et la télévision, mais j'ai vraiment rencontré des belles personnes, des gens qui étaient animés de la même passion que moi pour offrir ces moments d'évasion au public. Je pense, bah, en l'occurrence, tiens, un Québécois, je pense à Yves Jacques, que j'ai rencontré sur le tournage de Grace of Monaco, où il y avait d'ailleurs Tim Roth et Nicole Kidman aussi. Donc c'était vraiment des belles rencontres. Ah, pour l'anecdote, Nicole Kidman discutait donc avec Yves Jacques et Tim Roth pour, euh, pour parler un peu des gens qui étaient autour d'eux. Et elle m'avait comparé à Errol Flynn, qui était un acteur des années 50. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, pour le tournage de Grace of Monaco, on était habillés avec des tenues des années 50, la coiffure aussi. Donc voilà. Donc c'est des petits moments d'échange, de partage, et puis qui sont sympas comme ça. J'en ai plein comme ça, je veux dire, avec Vincent Elbaz aussi sur d'autres tournages de séries françaises ou Anne Giroir aussi, qui est la femme d'Alexandre Astier dans la série Camelot, la Reine Guenièvre. Voilà, oui. Et non, l'accueil est généralement bon. On sent que les gens. C'est d'autant plus vrai quand on s'intéresse un petit peu en plus à tous les corps de métier, comme moi je le fais. Je m'intéresse. Ce qui m'a amené justement d'ailleurs à passer à la réalisation, c'était l'intérêt que j'avais aussi pour l'image, pour l'éclairage, pour tout ce qui va autour du jeu de comédien. Et l'accueil au Canada est exactement le même. J'ai eu l'occasion de tourner sur une série canadienne l'été dernier et j'ai reçu un accueil vraiment très sympa, très chaleureux, toujours parce qu'on a aussi cette même manière plus ou moins de travailler et puis cette même motivation d'offrir aux gens un moment de divertissement. Donc j'ai été très très bien accueilli sur ce tournage-là par Adam Koch, qui est le réalisateur de la série, qui en plus est comédien, donc
il aime les acteurs. Et donc voilà, ça fait vraiment des belles rencontres et des beaux moments. Et puis c'est ce qui donne aussi envie de continuer pour ces beaux moments de partage et ces belles rencontres. Et comment voyez-vous votre avenir à court, moyen et long terme avec donc ce projet qui est en compétition au Festival Nikon et puis qui va certainement en amener d'autres? Comment voyez-vous votre avenir? Mon avenir, bah, je le vois déjà au Canada, ça c'est sûr. Dans le cinéma ou pas d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on est sur des métiers, précaires, éphémères et bon voilà donc tant que ça va, et ben, on continue, mais si, on connaît le côté éphémère de ce genre de métier, donc c'est pas un souci, on connaît les règles du jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera au Canada. Ça, c'est la première chose et puis non, bah, mon avenir, je le vois toujours dans ce beau métier-là, hein, d'ailleurs, à travers le cinéma et la télévision, canadienne, québécoise et j'ai d'ailleurs, la chance d'être bien accompagné dans cette aventure. J'ai été très bien et rapidement accueilli par 2 2 superbes personnes, mes agentes artistiques qui sont Diane et Mélanie Riel, que j'embrasse d'ailleurs et que je remercie pour leur confiance, parce que, voilà, elles m'aident aussi à continuer cette aventure, ici au Canada, à défendre des belles histoires, des beaux projets, à incarner des personnages pour défendre ces belles histoires. Cette carrière d'acteur, effectivement, j'essaye de la perdurer, ici, au Canada, au Québec et puis sinon, bah, j'essaye aussi de m'essayer je tente de continuer dans la réalisation parce que c'est c'est complémentaire du travail de comédien et c'est quelque chose qui me plaît énormément, raconter des histoires. Avec des moyens beaucoup plus modestes évidemment puisque là on est sur quelque chose d'autoproduit donc ça frôle l'amateurisme, hein, je l'assume. Mais je pense qu'effectivement j'aimerais bien continuer la réalisation, d'autant qu'on apprend aussi de ses erreurs donc je pense que le fait d'avoir fait un premier court métrage qui n'a pas de prétention donc c'est pour ça que j'estime qu'on peut toujours mieux faire. Mais enfin, je je serais tenté de vouloir continuer, cette aventure des 2 côtés de la caméra, hein, et toujours donc au Canada. Voilà. Alors pour les personnes qui aimeraient vous suivre, suivre votre parcours, votre carrière, éventuellement communiquer avec vous, je suppose que vous avez un site internet, un contact via les réseaux sociaux, donc ça serait intéressant d'en parler, puis à travers ça, je vous laisse le mot de la fin. Voilà. Oui, effectivement, je suis, présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube aussi, donc voilà et j'ai aussi un site internet que vous pouvez facilement trouver dans la barre de recherche en tapant Guillaume Gascoigne. Donc oui, bah, l'intérêt pour moi, c'est déjà de pouvoir, justement, heu, communiquer, partager, mes informations sur mon actualité, passée, présente et à venir de ce que j'ai pu faire dans ce beau métier. Et puis c'est aussi d'échanger parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un métier de partage et d'échange aussi, hein. On le fait pour le public donc j'estime, même si certains considèrent qu'il faut être un peu en retrait par rapport à ça, je veux dire, sans le public, on le fait pour le public, hein, on n'est pas narcissique, donc on le fait pour le public. Donc si on n'est pas en contact avec eux, je vois pas l'intérêt. Donc effectivement, les réseaux sociaux sont une belle opportunité de pouvoir échanger et partager avec eux. Donc bah, je profite d'ailleurs de l'occasion pour, remercier tous ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, leur dire que si, ils apprécient ce que je fais et si mes aventures les motivent à me suivre et ben je les invite aussi à faire, de même avec leurs amis, hein, leur faire découvrir un petit peu mon travail. Parce qu'on le fait pour vous, on le fait pour le public, donc plus on est suivi, plus on est motivé, puisque c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour vous. Donc, je vous invite donc je remercie et je vous invite à continuer à me suivre pour ceux qui le font déjà. Et puis, je vous invite à m'envoyer vos amis pour qu'ils viennent me découvrir si ce n'est pas encore fait. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, ça vous permet aussi de suivre un peu plus en temps réel l'actualité, qui éventuellement, même les projets à venir, ce qui se prépare. Vous êtes un petit peu dans les coulisses avec nous, comme ça, quoi. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout en matière de présence sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà pas mal. Et puis sinon, bah, écoutez, hein, je voulais aussi vous remercier infiniment pour votre confiance, l'intérêt que vous avez porté à mon parcours, mon modeste parcours, mais c'est vraiment gentil de votre part.
Ça me fait plaisir et ça me touche. Donc, merci Jean-Luc pour ça. Et puis, merci aussi du temps que vous m'avez consacré hein, pour la préparation et la réalisation de cette interview. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine pour mon prochain film. Alors merci Guillaume pour cette interview en duplex avec le Canada, une interview qui pourra peut-être en entraîner d'autres selon ce système. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Merci, au revoir.